Bonjour à tous, nous voici réunis, mais toujours à distance, pour ce troisième arrêt sur image consacré aujourd'hui à une œuvre du peintre Alfred Dreyfus, né en 1860 et mort à 52 ans en 1912. Une œuvre forte de deux caractéristiques du peintre, l'absence systématique de datation et l'absence relativement fréquente de titres, ce qui naturellement pose souvent problème. C'est donc par recoupement que l'on pourra localiser le site représenté à Savièse et que l'on pourra dater le tableau entre 1900, c'est l'année où Dreyfus décide de séjourner chaque année à Saillon, et 1912, date de sa mort. C'est d'ailleurs à Saillon qu'il s'éteindra. En l'absence de titre, on se contente de l'énumération des diverses composantes du tableau: un jardin, une maison, un vieillard. C'est pas particulièrement sexy comme titre. Peut-être que l'on pourrait un jour enjoliver ce libelle et lui allouer, je ne sais pas moi, par exemple, Automne à Savièse, ce serait mieux, non? À la différence de Henri van Muyden, dont nous avions évoqué le faucheur le mois dernier, Alfred Dreyfus a droit à une monographie très précieuse, rédigée par le petit-neveu du peintre, Hubert Bard, lequel a célébré le 100e anniversaire de sa mort avec cette publication. Grâce à elle, on sait que le tableau qui nous intéresse aujourd'hui n'a jamais été exposé du vivant de l'artiste. Il faudra attendre 2015 et l'exposition rétrospective à Saillon et 2019 à Vercorin, à l'occasion d'une exposition dédiée à Charles-Ferdinand Rameux, dont on sait qu'il a beaucoup écrit sur les peintres romans et qui consacre quelques lignes précisément à Dreyfus. Voici un autoportrait de l'artiste. Il est encore jeune. Il l'a exécuté quand il était à Paris. En effet, c'était un passage obligé, incontournable pour la plupart des artistes romans qui voulaient parfaire leur formation. Il fallait aller à Paris. Et lorsqu'on regarde attentivement ce tableau, on est convaincu qu'il a subi l'influence des grands maîtres admirés au musée du Louvre. J'en veux pour preuve le contrapposto, cette manière avec laquelle il tourne la tête en direction du spectateur, ce qui introduit une forme de dynamisme, alors que le portrait de face est beaucoup plus statique. Et cela renvoie à des grands maîtres tels que Velázquez à gauche ou bien Eugène Delacroix. Incontestablement, Alfred Dreyfus cherche sa voie. On notera aussi sur son autoportrait le fond particulièrement noir, sombre, qui rappelle les portraits du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Il faut savoir en effet que, genevois d'origine, Alfred Dreyfus, comme tant d'autres peintres du même canton, a séjourné à Paris pour y parfaire sa formation qu'il avait initiée, là encore à l'instar de tous ses coreligionnaires genevois, chez Barthélemy Mène, dont on aperçoit ici l'autoportrait. Surprise néanmoins, au lieu
de fréquenter les ateliers habituels, c'est-à-dire les ateliers où la plupart des Suisses allaient se former à Paris, je pense notamment à l'atelier Julian, Reyfus fréquente non seulement l'atelier du grand maître de la peinture académique, Alexandre Cabanel, qu'on découvre à gauche, mais aussi l'atelier de l'un des tout grands maîtres français de la peinture orientaliste, Jean-Joseph Benjamin Constant. Et ça, c'est une sacrée surprise, car à l'instar des critiques de l'époque, on ne saura jamais quelle influence ces deux peintres, aux antipodes de la peinture de Reyfus, ont pu avoir sur lui. Jugez-en plutôt, comme on dit, il n'y a pas photo, hein, entre une toile célèbre de Cabanel à gauche et notre tableau. De même, avec cette toile orientaliste de Benjamin Constant, avec ses chérifas lascivement vautrées sur les sofas, l'une d'elles se redresse, probablement appelée par le cheikh ou le caïd ou le vizir que l'on aperçoit tout à droite. Elle va peut-être danser ou bien faire autre chose. En tous les cas, on est loin de notre vieillard qui chemine dans son jardin Saviesan. Il ne faut pas toutefois oublier que le peintre néo-académique Charles Gleyre, qui estimait qu'un paysage ne pouvait en aucun cas être le sujet d'une toile, qui estimait que le paysage n'est là que pour servir de décor à une scène historique, à une bataille, à une scène mythologique ou à une scène religieuse, eh bien cet adversaire du paysage a eu comme élève Monet, Sisley, Renoir, toute une école de futurs impressionnistes qui feront précisément du paysage le sujet central de leur composition. Alors on peut se demander que si, comme eux, Reyfus s'est-il frotté à l'académisme et à l'orientalisme à dessein de se convaincre de ne jamais emprunter ces voies-là. C'est une hypothèse que je laisse à votre sagacité. Voici, par contraste, une toile de Charles Gleyre qui représente un vieil homme resté à quai, qui voit partir la jeunesse, qui voit partir sa propre jeunesse, qui voit partir sa vie, sous la forme d'une embarcation où prennent place de jeunes éphèbes, de jeunes garçons, de jeunes filles, insouciantes, heureuses, cependant que lui a posé sa lyre à côté de lui, parce qu'il n'a plus d'inspiration. Et voilà le travail d'un de ses élèves, le célèbre Impression soleil levant de Claude Monet. On a le droit de se demander là aussi, qu'est-ce que Charles Gleyre a pu inoculer au peintre, si ce n'est la répulsion. On connaît d'autres portraits d'Alfred Reyfus. Voici par exemple celui de Paul Perlet, un ami peintre qu'il a dû fréquenter lors de ses séjours en Valais. De même qu'un magnifique portrait exécuté par son ami Henri van Muyden, qu'il a croisé aussi bien à l'atelier de Barthélemy Mène qu'à Savièse. Et enfin, une scénette amusante, croquée par Godefroy, représentant les membres d'un cercle genevois des arts et des lettres. Alfred Reyfus est assis tout à droite. Il est un brun replet, bedonnant, comme au sortir d'un bon repas, ou alors d'un confinement de 7 semaines, j'en sais quelque chose. Une particularité qui peut expliquer
la peinture d'Alfred Dreyfus, qui peut la caractériser, eh bien, l'artiste était daltonien. Il souffrait de fait d'une anomalie de la vision, affectant la perception des couleurs et principalement source de confusion du rouge et du vert. Ceci explique certainement pourquoi la couleur rouge est totalement absente de la peinture d'Alfred Dreyfus. Une peinture qui privilégiera les tons jaunes, verts et bleus et conférera à celle-ci sa dominante un peu crue, même glaciale, froide, comme exonérée de sentimentalité et de passion. Jugez-en plutôt à travers ces quelques exemples. Plaine du Rhône, ciel nuageux. Saillon, plaine du Rhône. Saillon, plaine et montagne. Vercorin, plaine du Rhône à contre-jour. Et ceci nous amène à examiner d'autres caractéristiques picturales propres à Dreyfus que l'on retrouvera dans le tableau qui nous occupe aujourd'hui. La première d'entre elles, je dirais que c'est en quelque sorte l'indifférence d'Alfred Dreyfus à l'égard de la population indigène valaisanne. À Savièse, à Saillon, à Isérable, à Vernaya, à Vercorin, où il est passé, notre homme ne se préoccupe que de paysages, à l'intérieur desquels hommes et femmes peuvent certes apparaître, sans jamais cependant constituer le sujet même du tableau. En cela, Dreyfus se distingue sensiblement des autres peintres de l'école de Savièse, une école au sein de laquelle il est communément associé. Dreyfus est en effet aux antipodes de Biellaire, de Marguerite Burnand-Provins et dans une certaine mesure aussi d'Henri van Weyden. Ces personnages sont souvent lointains, vus de dos et en tous les cas toujours anonymes. La jeune femme que nous apercevons au premier plan n'est là que pour surligner la localisation valaisanne du paysage. La vue de Sion, Valère, Tourbillon est certes superbe. La présence de la jeune femme, toutefois, assimile le tableau à une affiche touristique. Probablement assise sur le replat de Dioli, elle arbore un costume saviésan, orné du chapeau plat. Elle relève incontestablement ici de la carte postale. Même chose avec le village d'Isérable, les habitants comptent au nombre des choses qui composent un village, une rue, des maisons, des jardins, mais ne constituent pas le sujet même de la toile. À quoi sert-elle? Eh bien, elle est un point de focalisation qui permet de guider le regard et le conduire du premier plan à l'arrière-plan, sans plus. Là encore, le personnage féminin de dos sert à conduire le regard, à générer un point de focalisation au sein d'une composition architecturale particulièrement monochrome.
ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de relever le mouvement gracieux qui introduit une certaine dynamique au sein d'une composition essentiellement statique. Même les sujets non valaisants conservent la même stratégie: conduire le regard, focaliser l'attention au sein du paysage, à l'instar de ce jeune homme qui, regardant quelque part, invite le spectateur à regarder avec lui. Ou encore ce jardinier relégué à l'arrière-plan, qui sert là encore de transition entre le premier plan et la maison tout au fond. Deuxième caractéristique propre à Reyfus, un relatif désintérêt pour tout ce qui a trait à la culture, à l'histoire et aux mœurs valaisans. Alors même qu'il s'est établi à Saillon, il ne peint que les alentours de la commune, comme s'il était insensible à son riche passé, à ses légendes, à son architecture médiévale, à son pittoresque, du moins picturalement parlant. De même que Charles Claude Sommer avait choisi Véras pour y cultiver son monde intérieur et spirituel, Alfred Reyfus élit domicile à Saillon comme point de départ à sa prospection paysagiste. Peut-être aussi parce que, notons-le, il a épousé une valaisanne, une sédinoise, Lina Aymon. Vous voyez ici, il peint Saillon, il peint surtout les environs de Saillon. Il n'est pas sensible à la tour Bayard, à la légende de cette femme, Guigonne de Saillon, amoureuse du comte Anselme de Saxon, que l'évêque de Sion avait fait décapiter, et par dépit, elle gravira nuitamment la tour d'où elle se jettera dans le vide. Non, ça ne le préoccupe, ne l'intéresse pas. Peu lui chaud la rivalité entre la Savoie et l'évêché de Sion, que rappelle le château de Saillon. Le pittoresque n'est pas davantage son fort. Les traboules, qui sont des raccourcis permettant d'aller d'une rue à l'autre, et les miraboules, qui conduisent à une cour en cul-de-sac, l'indiffèrent totalement. De même que l'histoire romantique et dramatique du faux monnayeur Farinet ne le préoccupe pas davantage. Et lorsqu'il installe son chevalet à Vernaya, eh bien c'est pour immortaliser un étang. Et là, on a presque envie de lui dire « Mais Alfred, Alfred, et la cascade Pisse-Vache, bon sang, un peu de romantisme, un peu plus de pittoresque. La Pisse-Vache, c'est un haut lieu naturel, c'est un lieu très prisé des touristes anglais, partis faire le grand tour en Italie, en Sicile, à Malte, en Égypte, en Palestine et en Grèce. » Alfred, mais joue là comme Didet, bon sang. Et quand il peint le plateau de Lentine à l'extrémité d'Ormone, on se dit qu'il aurait pu monter au village, assister à Pâques à la célébration de la distribution du pain, comme l'a fait Bieler par exemple. Bref, s'intéresser aussi à la culture, à l'ethnologie, à l'histoire et à la religion. Et à Savièse, qu'il a maintes fois représenté, il ne peindra jamais l'un des événements majeurs de l'année,
l'a fait Dieu. Alfred Reyfus est et demeure un peintre de paysage. Le Valais est d'abord une terre de montagnes, de plaines, de rivières, de forêts. Certains de ces paysages sont ainsi communs à d'autres peintres valaisans. À droite, le Haut-de-Crie peint par Reyfus. À gauche, le même Haut-de-Crie peint un peu plus tard par Charles Wüthrich. Concentrons-nous à présent sur le tableau qui nous occupe aujourd'hui. On le localise à Savièse. Plusieurs indices nous en persuadent, à commencer par l'arbre qu'on voit qui est un noyer. Or, le noyer était l'arbre par excellence à Savièse, comme l'atteste par exemple Femme à la fontaine de Marguerite Burnat-Provins. Savièse parce que les rares tableaux auxquels Reyfus a donné un titre mentionnent Savièse, où des similitudes architecturales avec notre tableau apparaissent. D'ailleurs, Saviézanne à la fontaine, dont nous avons déjà parlé, montre à l'arrière-plan, tout à droite, la maison même qui apparaît dans notre tableau. Ces deux tableaux sont comme complémentaires. La même maison, d'un point de vue différent. Par ailleurs, Alfred Reyfus a peint de nombreux tableaux saviésans, comme ici une vue de drone, un verger au printemps, le plateau de Lentine, plusieurs fois représenté, a signalé que le tableau de droite appartient à la commune de Savièse. Ou encore ce vallon à Savièse avec cette touche particulière et assez représentative du peintre que l'on remarque dans ces taillis et ces buissons qui paraissent moussés, fruits d'une multitude de traits au pinceau le plus fin qui partent dans tous les sens, peut-être à cause du vent, le fœhn peut-être qui balaye les arbres alentours. Le spectateur se situe en très légère contre-plongée par rapport à la maison de l'arrière-plan. Comme à son habitude, Reyfus nous montre le vieil homme de dos qui avance vers la maison et de fait conduit notre regard. Sa trajectoire suit une diagonale, diagonale corroborée par la diagonale de la barrière à droite. Le sentiment de profondeur est ainsi parfaitement réalisé. Le regard est enfin stoppé par la monumentalité de la demeure à l'arrière-plan qui vient boucler la composition. On le voit, la composition est maîtrisée, les deux diagonales du bas sont comme corroborées par celle de la toiture. On ne peut qu'être touché par la solitude du vieil homme qui boite son chemin de vie avec pénibilité et dans une solitude poignante. Pour un peu,
on reprendrait le tableau de Paul Virchow, présenté le mois dernier, dont la toile de Reyfus pourrait être le pendant. Vieillesse, solitude, pénibilité s'y rejoignent. Le feuillage du noyer l'atteste, nous sommes en automne, une impression corroborée par les couleurs jaune-orangé du feuillage. Et par les feuilles mortes qui tapissent le sol. On est en droit de se demander si le secret de ce tableau, si ce qui fait de lui probablement le plus beau et le plus abouti de toute la production picturale de Reyfus, le plus coloré aussi, si tout cela n'est pas dû au fait qu'Alfred Reyfus, reniant ses principes de détachement, de froideur et de relative distanciation par rapport au motif, si Alfred Reyfus n'a pas voulu exceptionnellement introduire une dimension symbolique dans ce tableau. On le sait, selon la loi des 4 humeurs en vigueur des siècles durant, l'automne est associé au 3e âge, à la vieillesse, à la fin de la vie et à ses corollaires, l'humeur noire, mieux connue sous l'appellation de mélancolie. Au surplus, à l'automne est associé l'astre Saturne, dont on a tiré l'adjectif saturnien qui signifie précisément triste, mélancolique. De fait, en combinant la saison automnale à la vieillesse du personnage, Reyfus inocule au spectateur une incontestable empathie. La dimension sentimentale nimbe en effet cette composition, mais ce qui frappe le plus, c'est peut-être la pudeur avec laquelle le peintre évoque la vieillesse. Un homme voûté, qui s'aide de sa canne de la main gauche et d'un bâton de berger de la main droite, qui avance difficilement et s'oriente vers une ouverture en berceau aux allures de tombeau. La pudeur. Peut-être est-ce là le secret du peintre Reyfus, sa patte exclusive. La pudeur de Reyfus qui nous dédouane de cette obsession de la tronche patibulaire et hirsute avec laquelle Ernest Bieler surlignait ses portraits de vieux Saviezans. Allant jusqu'à jouir, si l'on veut, de l'effroi que pouvait susciter une vieille femme marquée par les années. L'école de Savièse a certes idéalisé la vie à la montagne, elle ne l'a pas fait s'agissant de ces vieux. Voyez comme Rafid Alef, par exemple, a creusé les pommettes de la Mayora et comme il s'est attardé sur ses mains noueuses et veineuses à souhait. Ah, l'obsession de la ride Tova, le plaisir presque caricatural d'en rajouter à profusion. Je pense aussi à ce couple dont parle Marguerite Burnat-Provin dans ses petits tableaux valaisans. Avec quelle délectation elle se plaît à rappeler la violence avec laquelle l'homme trop souvent aviné battait sa femme. Et avec quelle délectation elle se plaît à dire que la vieille, je la cite, était haute comme une enclume. Non pas haute comme 3 pommes, haute comme une enclume. Sans parler du vieux Féchy peint par Ludwig Verlen, dont le nez rosacé décline une identité de trognagoute et dont la mine rappelle les clichés 1000 fois entendus relativement aux Valaisans, qui, sous la carapace brute de décoffrage, abriterait, je cite Maurice Zermatten,
une âme violente, secrète, méfiante, tendre et rude. On n'est pas loin du pittoresque voulu par Rousseau d'abord, puis Victor Hugo, qui évoquait à loisir le crétin des Alpes, le goitreux des sommets. Non, la pudeur. La pudeur, juste de la pudeur, nimbée d'empathie. C'est peut-être le secret d'Alfred Dreyfus. C'est peut-être la raison pour laquelle Dreyfus aussi est toujours resté distant avec les hommes et avec les femmes du Valais, par pudeur. C'est là son secret, sa marque de fabrique, sa beauté, sa grandeur aussi. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le 6 juin prochain pour un nouvel arrêt sur image dédié à Marguerite Valette-Gillard. Très probablement, j'en suis persuadé, je le souhaite en tous les cas, à la maison de commune de Savièse. Merci.